on nous donne un système en carré. Alors, l'objectif sera donc de déterminer le moment d'inertie sur l'axe X et également sur l'axe Y. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons ici un rectangle, mais avec un trou en forme d'arc de cercle, de quart de cercle. Donc, on va considérer deux systèmes. Le premier système, donc je considère ici que nous avons le premier système, et là, je considère que nous avons le deuxième système. Le premier système, on va considérer un système rempli, c'est-à-dire tout ça là, ça sera un système pour nous. Nous avons un rectangle rempli sans trou. Donc, j'écris ici système 1. Système 1. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut définir un repère. Donc, on va définir ici, ce point ici comme l'axe X. Donc là, ici, nous avons l'axe X. Et sur cet axe, nous avons l'axe Y. L'origine du repère se trouve juste là. Alors, on va déterminer la distance XA. Ici, pour le premier système, donc j'efface ici pour le premier système, on sait que son centre de gravité, comme un rectangle, il se trouve juste au milieu. Alors, quelle sera la distance XA? Donc, je vais dire que ça, c'est système 1. Donc, X1 sur égal. X1, c'est quoi? C'est la distance donc de 0 jusqu'au centre de gravité. Donc, nous sommes de là jusqu'ici. Cette distance égale à combien? Là, nous avons ici combien? Nous avons ici 3 et nous avons ici 4. Ça fait 7. Donc, la moitié, ça va nous faire combien? Ça va faire 3,5. Donc, nous avons ici 3,5 cm. Aussi, on calcule Y1. Y1, c'est la distance de quelle distance? La distance d'ici jusqu'au point 0. Mais cette fois-ci, on prend la distance horizontale. Donc, je vais préciser ici, cette distance de là jusque là, c'est la distance X1 et la distance de là jusqu'ici. Alors, c'est ça la distance Y1. Donc, ici, Y1 sur égal à quoi? Nous savons que là, ça fait 5. Là, ça fait 4. Donc, le total, la hauteur, ça fait combien? 9. Ici, c'est la moitié. Donc, ça va nous faire 4,5. Donc, nous avons ici 4,5 cm. En même temps, on va calculer l'air. On calcule A1. C'est un rectangle. L'aire du rectangle égale la base fois la hauteur. Donc, la base, c'est combien? C'est 7. Donc, 7 fois la hauteur qui est 9. Lorsque je fais 7 fois 9, ça me donne 63. Donc, ici, j'ai 63 cm carrés pour l'air. D'accord. On va prendre le système 2. Système 2. OK. Alors, système 2, c'est le système que nous avions écrit ici. Alors, pour le système 2, le centre de gravité se trouve justement là à côté. Alors, on va déterminer X et 2. Alors, c'est quoi X et 2? X et 2, c'est la distance de là, donc de 0 jusqu'ici au centre de gravité. OK. La distance de 0 jusqu'au centre de gravité. Donc, cette distance, on appelle ça par X et 2. Y2, c'est la distance de là jusqu'ici. Donc, de là jusqu'ici, c'est la distance Y2. Alors, pour déterminer la distance X et 2, donc je vais faire un petit rappel ici. Donc, nous avons ceci. On a un quart de cercle. OK. OK. Alors, ici, nous avons le point G, le centre de gravité de notre quart de cercle. La distance de là jusque là, cette distance, un instant. Alors, cette distance est égale à 4R sur 3pi. Et la distance de là jusque là, cette distance est égale aussi à 4R sur 3pi. Ça veut dire que pour déterminer la distance, pour trouver la distance d'ici, donc je suis à ce point, cette distance de là jusque là, alors qu'est-ce que je fais? Je sais que la distance totale, toute cette distance est égale à combien? Est égale à 7. Comme c'est égal à 7, je vais enlever moins la distance qui est ici. Comme ça, ça va me donner automatiquement le reste de cette distance-là, n'est-ce pas? Donc, je dois faire 7 moins 4R sur 3pi, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, je fais tout simplement ici que X2 est égal à 7 moins 4R sur 3pi. Et de la même manière aussi, je peux déterminer Y2. Y2, donc j'efface d'abord ça. Je détermine Y2. Y2, un instant. OK. OK. Ici, Y2 serait égal à quoi? Alors, Y2, c'est la distance de là. C'est de cette distance jusqu'ici. Alors, nous savons que là, nous avons combien?
Ici, nous avons, on a dit que à partir du centre de gravité jusqu'en bas, cette distance nous fait combien? Ça nous fait 4R sur 3pi. Donc, Y2 est automatiquement égal à 4R sur 3pi. Nous connaissons la distance R, c'est cette distance, puisque de là jusque là, c'est le rayon. Nous avons le cercle complet, il se présente comme ceci. De là, ici, nous avons le diamètre et... OK. Donc, là, nous avons le diamètre. Par contre, ici, nous avons le rayon. Donc, je peux écrire ici, nous avons ici le rayon. Et là, nous avons le rayon. On peut effacer ici. Vous allez voir que nous avons le rayon. Donc, la distance de 4 mètres qui nous a été fournie, bien sûr, cette distance-là est bien le rayon de notre quart de cercle. Donc, directement, Y2 sur égal à quoi? Y2 sur égal à 4 fois, on a dit que le rayon est égal à 4, donc 4 fois 4, divisé par combien? Divisé par 3pi. Et Y2 sur égal à 7 moins 4 fois 4, 4 qui est le rayon, donc 4 fois 4 le rayon, divisé par 3pi. Si je calcule ici, là également je calcule. Alors, Y2 me donne 1, ici nous avons 1,97, donc 1,697, donc je vais prendre 1,7 ici, 1,7 cm pour Y2. Et X2 nous donne 5,3, donc nous avons 5,3 cm pour X2. Après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il faut maintenant déterminer d'abord les coordonnées du centre géométrique. Les coordonnées du centre géométrique que nous allons appeler ici. Donc je rappelle la formule. Alors x bar, ça c'est x bar général, est égal. Alors en bas nous avons la somme des R. Nous avons ici la somme des R. Et nous avons ici x1 fois A1 plus x2 fois A2. Voici la formule générale. Et y bar est égal de la même manière. Ici, on va faire la somme des R toujours en bas. Donc, nous avons la somme des R et nous avons ici Y1 fois A1 plus Y2 fois A2. Donc, voici la formule générale pour déterminer les coordonnées du centre géométrique dans le système géométrique. Ceci étant, je remplace ici X2 est sur égal à quoi? Alors, donc nous avons x1, là x1 égale à combien on avait trouvé? X1 égale à 3,5, n'est-ce pas? Donc j'ai ici 3,5 fois combien? Fois A1. A1 égale à quoi? Alors A1 égale à 63, on avait trouvé, donc je fais fois 63. Et si on va faire moins, pourquoi moins? Dans la formule c'est plus, d'accord. Mais dans la pratique, il faut soustraire cette partie. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'air de la partie 2 est négative. Alors, on n'a pas calculé l'air de la partie 2, d'accord, on va calculer l'air. Je vais descendre un tout petit peu ici. Alors, je rappelle la formule de l'air d'un cercle. Alors, l'air du cercle, c'est quoi? Alors, c'est pi r au carré, n'est-ce pas? Si nous sommes dans le cas d'un demi-cercle, on divise par 2. Donc, l'air du demi-cercle, là, c'est x, c'est pas, là, c'est a, c'est pas x. Donc, l'air du demi-cercle, si c'est le demi-cercle, donc on va dire pi demi fois r au carré. Si c'est le quart de cercle, donc pi sur 4, pi sur 4, r au carré. OK. Donc ici, l'air de notre quart de cercle sur égal à pi sur 4, r au carré. Donc ça nous fait ici quoi? Alors, r égale à 4 déjà. Donc ça va nous faire 16 pi. OK. Divisé par quoi? Divisé par 4. Donc ça nous fait ici 4 pi. Alors, cette r, il faut prendre ça négativement. Pourquoi? Parce que cette figure-là, avant, elle n'existait pas. N'est-ce pas? Ici, on avait un trou, on avait un cube avec un trou en forme de quart de cercle. Alors, pour notre confort, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons ajouté, donc on a rempli cette partie-là pour former un cube homogène, n'est-ce pas? Ça veut dire que puisque cette partie n'existait pas avant, lorsqu'on va faire maintenant le calcul général pour tout le système, il faut soustraire cette R. Donc ici, on va mettre ici moins, je vais mettre ça ici en rouge pour montrer que c'est un système qui a été ajouté. Avant, il n'y avait pas de quart de cercle. Oui, c'est vrai, il y avait un quart de cercle, mais c'était en vide. Alors, donc du coup, je vais remonter. Donc du coup, ici, nous avons ici x2. x2 égale à 5,7, donc nous avons, un instant, je change la couleur, nous avons 5,3 pour x2, 5,3 fois l'air qui est égal à quoi? Qui est égal à 4 pi, divisé par la somme des R. Alors A1 égale à combien? A1 égale à 63, donc j'ai ici 63, et j'ai moins, puisque nous avons, normalement on doit faire plus A2, mais puisque A2 est négatif, donc nous avons moins 4 pi. Alors, moins 4 pi.
Alors, ici, x2, donc nous avons x2 égale à 3,05. 3,05, on peut dire sensiblement égal à 3 cm. On calcule également y bar. Donc là, c'est pas x2, là c'est x, car on a x bar qu'on calcule. Donc ici, nous avons notre x bar qui est là, la y bar. Y bar, toujours au dénominateur, nous avons la somme des R. Donc on a 63 moins 4pi au numérateur. Nous avons y1 fois y1 fois a1. y1 égale à 4,5 fois a1, 63. Donc j'ai 4,5 fois 63 moins j'ai y2 égale à combien? Y2 égale à 1,7. Donc on a 1,7 fois l'air de A2, donc l'air A2. A2 égale à 4pi. Donc je mets ici 4pi. Donc ici, Y2 nous donne 5,19. Donc on a, disons 5,2. Nous avons ici 5,2 cm. Du coup, nous pouvons écrire les coordonnées G. On peut écrire les coordonnées G. C'est vrai que c'est pas ça l'objectif. Alors, les coordonnées du centre de gravité. Donc, le point G a pour coordonnées x égale à 3 et y est égal à 5,2. Voici les coordonnées du centre géométrique. Maintenant, on va déterminer, puisque l'objectif était donc de déterminer le moment d'inertie. Donc, je rappelle la formule ici. Alors, le moment d'inertie IG, donc on va commencer par Y, est égal à... Nous avons deux systèmes. On a deux systèmes. Je vais recopier le système. Alors, je recopie le système. Copier. Coller. OK. Donc, on va prendre aussi, on va écrire système 1. OK, on va calculer le moment d'inertie pour chaque système à part entière. Pour le système 1, je sais que le système 1, c'est le premier système là. Nous avons un rectangle qu'on considère qui est homogène. Pour le système 1, comme c'est un rectangle, le moment d'inertie IG, donc je vais prendre ici Y, est égal à quoi? Est égal à 1 sur 12, la base fois la hauteur au cube, plus A fois D au carré. Alors ici, D, on va utiliser la formule directe. Donc D, on va dire quoi? D est égal à X moins X bar le tout au carré. Alors ici, lorsqu'on détermine le moment, un instant, on a deux formules. Lorsqu'on détermine le moment, si je détermine le moment d'inertie par rapport à X, donc là c'est XG bien sûr, alors ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur 12, donc je mets directement BH au cube divisé par 12 plus AD au carré. Et puis quand je détermine le moment d'inertie, bien sûr, directement au point J en passant par l'axe Y, donc là, j'aurai H fois la base au cube divisé par 12 plus AD au carré. Puisqu'on va utiliser la formule de gain, donc directement ici, pour X, nous avons ici Y bar moins Y le tout au carré. Et ici, on aura, pour la distance D, on va remplacer D directement par X bar moins X, le tout au carré. Alors, l'ordre ne dérange pas. On peut écrire ceci, Y moins Y bar. C'est au carré. On peut aussi écrire X moins X bar, le tout au carré. Ça donne la même chose puisque nous avons un carré qui est là. Même si le résultat est négatif, à la fin, il devient positif. Positif, il est toujours positif. Du coup, on va commencer par le moment d'inertie passant par l'axe X. Donc, nous avons ceci. Alors, la base de notre système, donc je dis ici Ix, G est égal à, la base est égale à combien? Est égale à 4. Donc, nous avons 3 plus 4 est égal à 7. Donc, nous avons ici 7 fois la hauteur. Nous avons ici 5 plus 4, nous avons 9. Donc, nous avons 9 exposant 3 divisé par 12 plus A. Donc là, comme c'est le système 1, donc il faut prendre l'air A1. L'air A1 égale à 63. Donc je vais écrire ici. Ici, nous avons ici 63. Parenthèse de Y bar. Y bar, on avait trouvé combien? 5,2. Donc j'écris ici 5,2 moins Y. Alors c'est quel Y? C'est Y1. Donc là, je vais préciser, là j'ai Y1. Là j'ai A1. Là j'ai X1. OK, et là j'ai A1. Donc Y1, alors je viens voir Y1 ici. Y1, il est, voilà, Y1 égale à 4,5. Donc je remplace ici 4,5. Un instant, je remplace ici 4,5. Lorsque je fais ce calcul, donc le moment d'inertie ici, il donne 456,5
12 cm exposant 4. De la même manière, on va également calculer aussi le moment d'inertie. Donc, pour IYG, n'est-ce pas? Pour IYG, la formule est déjà là. Donc, je fais la hauteur qui est de 9. Donc, j'ai 9 fois la base qui est de combien? Qui est de 7. Donc, 9 fois 7 au cube, divisé par 12. Et nous avons plus 63. X bar, on a X bar égale à combien? Égale à 3. Donc, je fais ici 3 moins X1. X1 égale à combien? X1 égale à 3,5. Donc, je fais moins 3,5. Moins 3,5. Et le tout est au carré égale 273. Ok, on a 273 pile. Donc, nous avons centimètres exposant 4. Voici pour le premier système. On va faire aussi autant pour le système 2. Donc, nous avons ici système 2. Alors, il s'agit de quel système? Il s'agit bien évidemment de ce système-là. On va calculer le moment d'inertie de ce système. Le moment d'inertie pour le quart de cercle, donc I, X, passant par le point G, est égal à R exposant 4. Divisé, puisque c'est le quart de cercle, on va diviser par 2, parenthèse. Nous avons ici pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Ok. Et nous avons plus A, donc il est fois la distance. Normalement, là, on va dire D au carré. On va rectifier. Et ici, nous avons YG qui sera égal toujours au rayon R exposant 4 divisé par 2. Parenthèse. Ici, ça ne change pas. On a pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Ok. Et nous avons plus l'air. C'est le système 2. Donc, je mets A2 ici. Je mets également A2 fois D au carré. Puisqu'on calcule le moment d'inertie d'un vers un autre axe, donc du coup là, on va dire Y bar moins Y, le tout au carré pour X. Ici pour Y, on va dire ici, je vais d'abord effacer ici, donc là, on aura ici Y, donc on aura ici X moins X bar, le tout au carré. Alors l'ordre ne dérange pas parce que nous avons un carré, donc il n'y a aucun souci. Si je calcule le premier résultat, donc nous avons IXG. Alors, I sur égal, le rayon ici, il est égal à combien? Le rayon, il est égal à 4. Donc, on a 4 ici comme rayon. Donc, nous avons 4 exposant 4 divisé par 2. Ou bien, on peut directement faire entrer le 2 à l'intérieur, n'est-ce pas? On peut faire entrer le 2 à l'intérieur à partir d'ici. Donc, je dis que j'ai 4 exposant 4 pour le rayon. Et j'ouvre la parenthèse. Le 1,5, il va rentrer à l'intérieur. Là, ça va faire pi sur 16. Donc, j'aurai ici pi sur 16. Et là, le 2, il va se simplifier. Donc, j'aurai ici moins 4 sur 9 pi. Ok. Pi sur 16 moins 4 sur 9 pi. Et je fais plus l'air A2. On avait trouvé combien? On avait trouvé 4 pi. Alors, ici, l'air A2, on avait normalement trouvé quelque chose de négatif. Mais sauf que je ne prends pas cet air négativement ici. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de calculer le moment d'inertie proprement. Simplement pour ce système-là, le sous-système-là. Lorsqu'il s'agira de faire les calculs généraux pour les calculs qui concernent tout le système, là, dans ce cas, on va soustraire, mais cette fois-ci, on ne soustrait pas. Donc, j'aurai 4 pi fois quoi? Fois Y bar. Y bar, on avait trouvé combien? Alors, je vérifie. On avait trouvé 5,2. Donc, j'écris ici 5,2 moins Y, puisque c'est le système 2. Donc, nous avons ici Y2. Y2, on avait trouvé 1,7 pour Y2. Donc, j'écris ici 1,7 et le tout au carré. De la même manière, on va calculer également IYG qui sera égal à 4 exposant 4. Parenthèse, nous avons ici pi sur 16 moins 4 sur 9 pi. Ok. Et nous avons plus l'air qui est 4 pi. Parenthèse, là, nous avons x2. Donc là, c'est x2. Donc, je viens voir que me donne x2. x2 égale à 5,3. Donc, je mets ici 5,3 pour x2. Nous avons 5,3 moins quoi? Moins x bar. Alors, x bar égale à combien? Égale à 3. Donc, je remplace ici. Nous avons ici 3 et le tout est au carré. Alors, ceci est égal. Donc, pour xg, on trouve 167, donc nous avons ici 167,9. Donc, on va prendre 168. Ok. Nous avons ici 168 cm exposant 4. Et là, nous trouvons 80,5. Donc, on a 80,5 cm exposant 4. Donc, nous avons déterminé l'air pour le système 2.
donc plutôt le moment d'inertie pour le système 2 et le moment d'inertie pour le système 1. Cette fois-ci, on va déterminer le moment d'inertie général. Donc, le moment d'inertie général, donc grand I, X, G il se régale à la somme des moments d'inertie. Puisque là, on n'a que deux systèmes. Je fais ici la somme, alors, des moments d'inertie IX, G. Et nous avons ici moment d'inertie IY, G total est égal aussi à la somme, bien sûr, des petits moments d'inertie passant par l'axe Y au point G. Maintenant, ici, alors, notre IX, G se régale. On va prendre le moment d'inertie 1. Donc, on avait trouvé combien? Moment d'inertie IX1, on avait trouvé 466,12. Non, 456,12. Donc, nous aurons ici 400. J'ai oublié. 456,12. 456,12. Alors, cette fois-ci, on ne fera pas plus, n'est-ce pas? On va soustraire. Pourquoi on va soustraire? Parce que tout simplement, parce que le système 2, c'est un système imaginaire. C'est un système que nous avions ajouté pour ne pas avoir des problèmes, puisque ici, nous avons un rectangle qui a un trou ici en forme de quart de cercle. Donc, on ne pourra pas travailler avec un rectangle. On n'a pas cette formule-là. Donc, il faut passer par la méthode d'ajouter, retrancher. Ensuite, donc là, nous avons ajouté ce système. Par la suite, dans les calculs généraux, on va retrancher ce moment d'inertie. Donc, on doit faire moins le moment d'inertie du deuxième système. On est avec IXG. Donc, je fais moins le moment d'inertie de IXG. Donc, je fais moins 168. Là également, je fais la même chose pour YG. Je fais le moment d'inertie YG pour le premier système, 273. Ok, nous avons ici 273 moins. Je vais soustraire le moment d'inertie du deuxième système, c'est un système imaginaire, 80,5. Donc voici, nous trouvons alors pour le premier moment d'inertie 288,12 cm exposant 4. Et nous avons pour le moment d'inertie passant par le point G sur l'axe Y égale à 192,5. Alors, les formules qu'il faut retenir ici, il faut simplement retenir, en résumé, il faut retenir que pour déterminer le centre de gravité du système, donc nous avons en bas, nous avons la somme des aires comme ceci. Donc, nous avons ici la somme des aires et nous avons ici X1. Donc, je vais, en résumé, on va dire ici tout simplement, un instant, pour ne pas que j'écrive tous les X1. Donc là, nous avons la somme XI. Je vais mettre les bornes à la somme. Donc, nous avons la somme de I allant de 1 à N. Et nous avons ici AI fois XI. Et nous avons aussi la somme de I allant de 1 à N. Et ici, nous avons AI tout simplement. D'accord? Aussi, la même chose pour déterminer également Y. On fait la même chose. La somme de YJ fois AJ, ok, ou bien fois AJ, peu importe, hein, divisé par la somme de AJ, ça ne change pas, ça revient, c'est la même chose en tout cas. Maintenant, pour déterminer le moment d'inertie d'un rectangle, si c'est le rectangle, on dit simplement que IXJ est égal à 1 sur 12, la base fois la hauteur au cube. Si l'on veut déterminer le moment d'inertie sur notre axe, donc on va dire ici plus AD au carré. S'il s'agit du moment d'inertie sur l'axe Y passant par le point G, donc on fait 1 sur 12 BH au cube, pardon, là c'est HB au cube, 1 sur 12 HB au cube, plus toujours AD au carré. Ici, avec D est égal à X moins X bar, et là, avec D est égal à Y moins Y bar, tout simplement. Il faut aussi savoir que le moment d'inertie du cercle égale à pi fois le diamètre exposant 4 divisé par 64. Maintenant, quand je vais déterminer, là c'est pour le cercle complet. Maintenant, si je veux déterminer le moment d'inertie d'un demi-cercle passant par un autre axe, donc cette fois-ci, je vais dire que le moment d'inertie pour un demi-cercle est égal à R exposant 4. Et nous avons ici pi sur 8 moins 8 sur 9 pi, bien sûr, plus AD au carré. 600 quarts de cercle, je viens diviser ici par 2 tout simplement. Ok. Donc, aussi avec l'aire du cercle, donc s'il faut calculer l'aire du cercle complet, on dit que c'est égal à pi fois le rayon au carré. Si nous avons un demi-cercle, donc
là c'est l'aire. Si nous avons un demi-cercle, donc l'aire du cercle devient égal à pi divisé par 2 r au carré. Si nous avons un quart de cercle, donc pi divisé par 4 r au carré. Voici ce qu'il faut savoir pour le calcul des centres d'inertie. Merci, on se dit à très bientôt. Alors, bienvenue dans cet exercice de résistance de matériaux 1. Voici, nous avons un système de résistance de matériaux. On nous demande de calculer les forces BC, les forces qui sont dans la branche BC, donc la force qui est dans la branche BC, la force BD, ainsi que la force BA. On nous donne comme information, on dit que la longueur de la branche, donc cette longueur de la branche AB, équivaut à la longueur de la branche BD. On nous donne le module d'élasticité, donc le module élastique, on dit que E de AB est égal à E de BD est égal à E de BC. Donc le module de Young ne change pas, ou encore le module élastique. On nous donne les aires. L'aire de AB, de cette portion AB, est égale à l'aire de BD, comme écrit ici. L'aire AB est égale à l'aire de BD. Par contre, ces aires sont différentes de l'aire BC, c'est-à-dire de cette portion. Alors la question est bien évidemment de calculer la force AB, la force BC, BD et la force BC. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, nous allons reprendre le point B, puisque c'est un nœud. Attention, ici au point B, on nous donne une force H qui est dirigée de cette manière. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord rappeler que ici, nous avons un angle θ. Et là, nous avons un angle θ qui peut être important dans la suite de notre exercice. Je fais quoi? Je vais recopier ce système et le mettre quelque part ici. Je sais déjà que ici, avant de partir loin, là, j'ai quoi? J'ai une force ici, dans cette branche, une force que nous allons appeler par la force BC. Dans cette branche également, nous avons une force qu'on va appeler par la force BD, c'est-à-dire la force qui est entre le point B et le point D. Là également, nous avons une force. Alors, le sens des forces, je prends ça au hasard. Nous avons ici une force que nous allons appeler par la force AB, c'est-à-dire la force entre le point A, la force entre le point A et le point B. Donc, je rappelle que les sens sont pris au hasard. Maintenant, nous avons ici, bien évidemment, là également, nous avons ici les réactions. Donc, ça, c'est, ici, on va présenter la réaction CX, et vers le bas, nous avons la réaction CY. Là, on va présenter la réaction AX, et bien sûr, vers le bas, je peux présenter la réaction AY. Et de même ici, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la réaction DX, et juste en haut, je présente la réaction DY. Je rappelle que le sens des forces sont pris au hasard. Donc, il n'y a pas de problème pour les sens. Lorsqu'on va calculer les forces, si on trouve une force négative, ça veut simplement dire que le sens qu'on avait pris n'était pas le bon sens. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire simple? On va reprendre le nœud B, on va réécrire ça ici quelque part pour faire simple. Alors, si je reprends le nœud au point B, alors j'ai combien de force au point B? J'ai la force qui vient de ce côté-là, ok. Cette force, nous l'avions appelée par FBC. Nous avons la force qui vient juste ici en bas, ok. Cette force, nous l'avions appelée par la force, là c'est une erreur, ça c'est la force BD, ok. La force BD. Ici, nous avons la force BD. Donc, nous avons ici notre force BD. Juste en haut, nous avons ici une force. Ok. Cette force, c'est quelle force? C'est la force FAB. Donc, ici, nous avons FAB qui est juste vers le haut. Là, également, sans oublier qu'on avait une force que je vais représenter ici. Ok. La force H. Nous avons ici une force H qui nous a été donnée dans l'exercice. Finalement, qu'est-ce que je fais? Puisque là, j'ai des angles, alors je vais construire un triangle semblable ici. Ok. D'après la propriété des angles alternes internes, l'angle alpha ici, on peut faire ça. Si je fais ça, l'angle qui est ici, c'est θ, n'est-ce pas? Donc ici, l'angle θ se trouve là, par identification. Donc du coup, là, nous avons un angle qui est juste ici. Ici, nous avons ici l'angle θ. Ok. Nous avons l'angle θ. Et là également, je fais également la même chose. Nous sommes ici, donc on a un triangle
semblable d'après la propriété des angles alternes internes. Ici, l'angle θ se trouve juste là. Parce que si on peut faire ceci, n'est-ce pas? Si on fait ça, on a un même triangle, l'angle θ est là. Donc ici, l'angle θ va se trouver juste là par identification. Ok. Maintenant, par la suite, je vais effacer ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons utiliser les propriétés des forces qui nous ont été fournies. Ces propriétés des forces, on doit les utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons ceci. On nous a dit que LAB est égal à LBD. Parce que ici, nous avons un nœud. S'il faut utiliser la méthode de nœud, pour utiliser la méthode de nœud, on doit avoir maximum 2 inconnus. Ici, la force H n'est pas inconnue. Cette force, c'est vrai qu'elle n'a pas été donnée de manière numérique, mais c'est une force qui est déjà connue. Cette force, c'est H. Donc, cette force, on ne la considère pas comme inconnue. Ici, les inconnus que nous avons la force FAB, FBC, FAB, et nous avons la force FBD. Donc, pour déterminer ces forces, alors il faut d'abord que je réduise le nombre d'inconnus parce que là j'ai combien? 1, 2 et j'ai 3 inconnus. Or pour travailler avec la méthode de nœud, on doit avoir maximum 2 inconnus, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? Alors je dois utiliser les propriétés qui m'ont été fournies. Nous avons la force LA, plutôt la longueur LAB qui est égale à LBC, mais ce qui est plus important ici, qu'est-ce qui m'importe plus? C'est le module de Young. On m'a donné l'élasticité. Donc qu'est-ce que je fais? Alors je sais que la tension égale à quoi? Je sais que la tension normale, je vais un instant, ok. Alors, je sais que la tension, la contrainte de cisaillement est égale à la force divisée par l'air. En même temps, cette contrainte est égale au déplacement fois donc la déformation fois le module de Young ou encore l'élasticité. Du coup, puisque moi j'ai besoin d'annuler le nombre d'inconnus de force que j'ai, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant utiliser l'expression de la force que j'ai ici et l'expression du module de Young dans l'élasticité. Donc, ceci étant, ici, je vais tout simplement dire que, alors, F divisé par A est égal à E fois l'élasticité. Donc, ce qui implique, alors, qu'est-ce que je dis? Tout simplement que l'élasticité sera égale à quoi? À F divisé par epsilon fois A. Epsilon, c'est le déplacement et A, c'est l'air. F, c'est la force et E, c'est le module de Young ou encore l'élasticité. Maintenant, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que EAB est égal à EBD. Donc, si EAB est égal à EBD, ici, je vais revenir ici. Alors là, qu'est-ce que je peux dire? Alors là, je peux tout simplement dire que EAB est égal, nous connaissons la relation de E que nous venons de déterminer. Donc, on va dire que EAB est égal à FAB divisé par le déplacement AB fois l'air de AB. Donc, je vais dire ici, nous avons ici FAB divisé par la déformation AB fois quoi? Fois l'air AB. De la même manière, nous pouvons dire que l'élasticité BD, donc l'élasticité BD devient égale à quoi? Eh bien, à la force BD divisé par la déformation BD fois l'air de BD tout simplement. Donc ici, j'appelle ça par la première relation et là, j'appelle ça par la deuxième relation. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que EAB est égal à E, BD est égal à EBC d'après ce qui nous a été fourni dans l'exercice. Donc, très rapidement, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais poser que EAB est égal à EBD. Donc, je descends ici. Donc, je pose que EAB est égal à EBD tout simplement. Donc, ce qui implique EAB, on a dit que c'est égal à FAB divisé par epsilon de AB fois quoi? Epsilon de AB fois l'air de AB, n'est-ce pas? En même temps, ceci est égal à F de quoi? F de BD divisé par epsilon de BD fois, alors, l'air de BD. Alors, qu'est-ce que nous remarquons, les amis? Nous remarquons que nous avons la présence de l'air de AB, l'air AB, et nous avons aussi l'air BC. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? L'air AB, pardon, c'est ici BD, hein, excusez. Là, c'est l'air BD. Donc, BD. Alors, nous remarquons que l'air AB est égal à l'air BD. Donc, automatiquement, l'air peut se simplifier. Donc, mon équation devient, alors, F AB divisé par quoi? Par epsilon de AB, n'est-ce pas? Qui est égal à F de BD divisé par epsilon de BD. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Or, nous savons ceci dans l'exercice. On nous dit que la longueur LAB est égale à LBD. Nous savons aussi que epsilon
Je rappelle, nous savons que epsilon, c'est quoi? Eh bien, epsilon, c'est la variation de L, n'est-ce pas? Epsilon, c'est la variation de la longueur, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est L moins L0. Alors, lorsqu'on vient ici, ce système est un système symétrique. La distance de L qui est ici, c'est la même distance de L qui est là. Donc, cette partie est symétrique à cette partie. La preuve, c'est que l'angle θ ne change pas. Ici, nous avons l'angle θ. Et là également, nous avons l'angle θ. Donc, nous avons le même système symétrique ici. Si l'on tire sur la barre BC de cette manière vers ce côté-là, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la barre AB va se déplacer d'une distance epsilon, c'est-à-dire la distance epsilon, cette distance. En même temps, la barre BD va se déplacer de cette distance, toujours la même distance que la distance epsilon. C'est-à-dire, en résumé, la barre AB se déplace ou se déforme de la même manière que la barre BD, ce qui fait que le système est un système symétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut simplement dire? Ça veut simplement dire ici quoi? Ça veut simplement dire que sigma, eh bien, sigma de AB est égal à quoi? Est égal à sigma de BD. Sigma, c'est la déformation. Parce que c'est un système symétrique et le système, il se déforme de la même manière. Cette barre et cette barre, les deux barres sont symétriques. Ce qui fait que, justement ici, ça, comme c'est égal, donc ça va se simplifier tout court. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai ici que la force AB est égale à la force BD tout court, n'est-ce pas? Donc, on va encadrer ça. La force AB égale à la force BD. Moi, j'écris BC. À la force BD. D'accord. L'objectif était de faire quoi? L'objectif était d'avoir que deux inconnus. Parce que nous avons ici quoi? Nous avons ici un nœud. Et sur ce nœud, on a trois inconnus. On a cette force qui est inconnue. On a cette force qui est inconnue. Et on a cette force qui est inconnue. On a vu en statique, pour utiliser la méthode de nœud, on doit avoir maximum combien d'inconnus? Maximum 2 inconnus. Si on a 3 inconnus, on ne pourra pas utiliser la méthode de nœud. C'est pourquoi ici, on simplifie une inconnue. Donc cette force FBD, on se rend compte qu'elle est égale à la force AB. Donc du coup, on a fait 2 inconnus. Alors, cette force-là, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire que cette force est égale à R. Donc je vais dire que ceci, ok, le plus simplement possible, ceci est égal à R. Ok. Maintenant, je fais quoi? Je vais recopier mon système pour la prochaine étape. Copier. Ok. Voici notre système qui est juste là à côté. D'accord. Ok. Nous avons dit que la force, AB est égale à R. Donc, à la place de AB, je vais écrire simplement ici R. Ok. Donc là, je vais écrire ici, nous avons ici la réaction R. Et on a dit aussi que la force BD est égale à quoi? Est égale à R. Donc je viens là, je vais effacer ici et je vais écrire ici R. Donc nous avons ici R, d'accord. Maintenant, on a combien d'inconnus? Nous avons 2 inconnus, on a ça. Donc là, c'est R, donc ça fait une seule inconnue. Et nous avons la force BC qui est aussi une inconnue, ça nous fait 2 inconnus. Cette force-là n'est pas inconnue, c'est une force qui a été donnée comme ça. On ne la considère pas comme inconnue. L'objectif est de déterminer la force qui est ici, la force qui est ici et la force qui est dans cette branche-là. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer les composants de cette force-là. Il faut que je trouve les composants de cette force. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on aura quoi? De ce côté, donc on aura R fois cosinus quoi? Fois cosinus θ parce que c'est le côté adjacent. Et de ce côté ici, nous avons quoi? Nous avons ici R fois sinus θ. De la même manière, là, nous avons aussi R fois cosinus de θ, n'est-ce pas? Et ici, nous avons quoi? R fois sinus θ. Alors, si l'on met l'essence de ces forces-là, simplement, on va faire ceci. Ok, cette force elle est comme ceci. Alors là, je vais mettre ici mon repère qui est juste là à côté. Voilà, j'arrive ici. Donc, nous avons ici cette force, elle est dirigée comment? Ici, on voit bien que c'est dirigé vers le haut. Donc ici, cette force est dirigée vers le haut. Et là, on va faire une projection. Donc, on est ici de ce côté. Et nous avons cette force, un instant, voilà. Nous avons cette force qui est dirigée vers là. Donc là, c'est sur Y. Et là, c'est sur l'axe X. De la même manière aussi, on peut venir à... De la même manière, on va observer le sens de l'autre force. Cette force, elle fait ceci, n'est-ce pas? Donc, je forme un repère là. Je projette ça comme ceci. Donc, sur Y, elle est dirigée vers le bas. Et là, elle est dirigée de ce côté-là. Donc, ça veut dire quoi? Sur Y, c'est quelle force? C'est cette force qui est ici. Ok. C'est cette force qui est juste là. Elle est dirigée vers le bas. Et là, de ce côté-là, ici,
là, elle est dirigée ici. Elle est dirigée ici vers la droite, vers la gauche, autant pour moi. OK. Donc, voici le sens des forces. En résumé, si on écrit ces forces de manière plus simple, qu'est-ce que nous avons? Alors, voici le nœud B. OK. Le nœud B. Alors, là, nous avons ici, OK. Nous avons ici la force FBC. Donc, là, en bas ici, nous avons la force. Nous avons ici quoi? Nous avons ici R cosinus θ, n'est-ce pas? Le R qui est là. Et là, on avait ici quoi? On avait ici H. OK. Et en dehors de H, nous avons ici cette force qui est ici R sinus θ qui fait ça. Donc, nous avons encore R. OK. Nous avons ici R sinus θ. Et en haut, nous avons, je fais ça vers le haut et là vers le bas. OK. Donc, en haut, nous avons ici, c'est vers le haut, n'est-ce pas? Oui, vers le haut. Donc, nous avons ici R. Nous avons ici R cosinus θ. Je vais, excusez, donc, nous avons ici R cosinus θ. Et nous avons une force qui fait ça encore, R sinus θ. R sinus θ, donc je vais compléter ça. C'est l'axe X, toujours dirigé vers quel côté? Toujours dirigé vers la gauche, comme ça, n'est-ce pas? Donc, nous avons encore ici R. OK. Nous avons ici R sinus θ. Ceci étant, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais faire la somme de force sur Y. Si je fais la somme de force sur Y, donc je fais ici, alors je suis là, je fais la somme de force sur Y est égale à 0. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai ici moins R cosinus θ pour cette force qui est en bas, et nous avons plus R encore cosinus θ pour la force qui est juste en haut. Là, ça veut dire quoi? Est égal à 0. Donc, vous voyez que ici, si je mets R en facteur, donc j'ai ici cosinus θ moins cosinus θ est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici que la force R est égale à 0. Or, R, on avait dit c'est quoi? R, on avait dit que c'est la force FAB, FBD. Donc, ceci étant, la force AB est égale à la force BD est égale à 0 kN. OK. Maintenant, cette fois-ci, on va faire la somme de force sur X. Donc, quand je fais la somme de force sur X égale à 0, ce qui implique quoi? Alors, sur X, nous avons FBC. Nous avons ici FBC, n'est-ce pas? Cette force qui est juste là à côté. Et nous avons les deux forces là. Donc, nous avons ici moins R sinus θ. On a encore moins R sinus θ, donc moins R sinus θ. Et nous avons moins H. Nous avons ici moins H. On n'a plus d'autres forces, donc je mets égal à 0. Donc du coup, on sait que la force R égale à 0. Donc ceci va me donner combien? Ça me donne 0. Donc ce qui implique, eh bien, la force FBC surégale à quoi? Surégale à H kN, tout simplement. Voici les forces qu'il fallait déterminer. On a déterminé la force AB et la force BD qui est égale à 0. Nous avons également déterminé aussi la force FBC qui est égale à H. Alors, notre exercice s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.